l'industrie du luxe par ceux qui la façonnent. Je m'appelle Lou Dana et bienvenue dans la saison 2 du podcast du luxe. Je suis la cofondatrice de la startup Grace qui permet aux marques de luxe de protéger les biens exceptionnels de leurs clients de manière automatique et gratuite afin qu'ils les portent en toute sérénité partout dans le monde. Une nouvelle norme qui tend à se généraliser pour toute l'industrie du luxe de par les bénéfices importants que cela génère autant pour les marques que pour les clients. Pour en savoir plus, cliquez sur grace.io ou les liens dans la bio. Vous avez été plus de plusieurs centaines de milliers à écouter la première saison du podcast du luxe. C'est un grand merci. Pour cette nouvelle saison, nous partons encore une fois à la rencontre d'invités de marques que j'ai eu la chance de rencontrer à travers Grace. Ils ont accepté de se livrer pour vous révéler tous les secrets de ce qu'il y a derrière des pièces iconiques et des grandes maisons que vous connaissez. Bulgari, Chanel, Hermès, Rolex. Patron, grand nom, journaliste, designer, leader, j'ai le plaisir de vous partager en exclusivité mes conversations inédites et sans filtre avec ceux qui, à travers leur histoire, ont façonné celle de l'une des industries les plus puissantes et énigmatiques au monde, le luxe. Bonjour Mickaël. Bonjour Lou. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui au siège de Baume & Mercier. Est-ce que, avant de te présenter, tu pourrais nous dire, s'il te plaît, qu'est-ce que ça représente justement d'être ici au sein de ce siège? Bien sûr. Déjà, merci d'être là au sein du siège de Baume & Mercier. Nous avons le privilège d'avoir un siège au centre de l'horlogerie, dans le campus de la Haute Horlogerie à Genève. Pas très loin, nous avons également notre manufacture dans le Jura suisse. Et nous avons, aujourd'hui, nous sommes présents dans l'ensemble des continents avec un réseau d'un peu plus de 1400 points de vente. Une distribution internationale pour Baume & Mercier, avec un retail, nous avons 2 boutiques internes au Japon et également une distribution principalement externe avec nos partenaires. On a à peu près 800 partenaires dans le monde et qui sont très importants pour nous dans la distribution et la renommée de notre maison. En tant que CIO, je me sens extrêmement privilégié de travailler à la fois avec nos partenaires, avec des équipes talentueuses, dans un univers tel que Genève, qui est fantastique. Ça fait quasiment 200 ans, donc 1830, l'origine de Baume & Mercier, 195 ans pour être précis, et un business sans interruption, qui est rare. Tu te rends compte, l'effort, sans faillite, malgré les turbulences économiques, politiques ou autres, 195 ans d'expansion, de développement, de créativité. Donc ça, c'est extraordinaire. Et tu disais, c'est vrai, le début, c'est une histoire de famille, de frères. C'est les frères Baume, Louis-Victor et Célestin, 1830, qui ont, cette fratrie, développé une manufacture horlogère. Et c'est là où, grâce à leur talent, ils ont mis en œuvre et ont développé Baume & Mercier. C'est là que tout a commencé. Donc, c'est le début, c'est une histoire de fratrie, de famille et de talent. Et puis après, l'histoire de Baume & Mercier, au cours de ces années, ça a été aussi des rencontres entre William Baume et Paul Mercier, des rencontres avec 2 personnes de talent, un horloger, je dirais, dans la technique, dans l'horlogerie, le savoir-faire, et l'autre qui était sur le design, la créativité. Donc cette balance, en fait, entre la partie technique et le design, ça fait partie des valeurs de Baume & Mercier. C'est pour ça, d'ailleurs, pendant on a mis en avant, si tu veux, cette côté, on a appelé ça Art of Balance, lors de Watches and Wonders de cette année. C'était vraiment le thème de notre salon, pour mettre en avant à la fois le côté très artistique, l'art de la forme de Baume & Mercier, le côté artistique, et à la fois le côté technique, car on est très très fort d'être des horlogers. On a notre propre mouvement qui s'appelle le mouvement Baumatique, qui a été développé 100% par Baume & Mercier. Et donc ça, c'est des techniques horlogères pointues. Et du coup, c'est pour ça qu'on voulait mettre en avant l'aspect esthétique qui est très important pour la maison, et également la partie technique. Donc, l'Art of Balance, c'est aussi des valeurs importantes, la balance importante dans notre histoire. Est-ce que, Mickaël, tu pourrais, s'il te plaît, te présenter directement? Bien sûr, avec plaisir. Je suis un parcours assez atypique parce qu'en fait, à l'origine, je suis psychologue. Donc, rien à voir avec l'horlogerie. Tu vois comme quoi. Donc, je suis psychologue à la base.
diplômé en psychologie et très, très rapidement, j'ai eu cette envie d'aller d'aller sur un peu comme toi, entrepreneur, de développer. Donc, j'ai eu une activité d'entrepreneur pendant quelques années. Et puis après, j'ai été alors dans le recrutement, dans le consulting. Et très rapidement, j'ai eu envie d'explorer le monde. Je suis arrivé en Australie et là, j'ai eu la chance de travailler pour Cartier pour développer le retail, le réseau retail en Australie, alors qu'il est moins développé qu'aujourd'hui. Hein. C'est il y a un peu plus de 20 ans. Alors, c'était vraiment pour développer le retail au sein de la filiale basée à Sydney, au sein de la filiale australienne. Et le retail, c'est-à-dire d'aller ouvrir des points de vente? Des boutiques propres, voilà, des boutiques propres. C'était le début de l'émergence du luxe en Australie. Et donc, du coup, c'était passionnant. C'était vraiment le début. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis après, j'ai eu la chance que Cartier me transfère en Asie, à Hong Kong, où là, je suis resté 10 ans à Hong Kong. J'ai eu un parcours très riche au sein de la maison, avec plusieurs opportunités. Dans un premier temps, développer ce qu'on appelait les pays émergents, donc la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge. Donc, j'ai ouvert les filiales dans certains de ces pays, ouvrir le réseau Cartier. Quelle année à peu près là? On est dans les années 2007, 2010. Ben là, si tu veux, c'est le début vraiment en Asie-Pacifique. La Chine commençait à vraiment croître rapidement et c'était le début du luxe. Donc, c'était très intéressant de la mise en place des filiales, par exemple la Thaïlande, le Vietnam, qui étaient ce qu'on appelait les pays émergents à l'époque. Et donc, j'ai fait ça pendant près de 10 ans donc sur cette zone Asie. Et puis, il y a maintenant un peu plus de 8 ans, je suis revenu en Europe, à Genève, pour développer la transformation de la division horlogère du groupe Richemont. Donc, j'étais responsable de la coordination commerciale des 8 maisons horlogères du groupe Richemont pour transformer et d'accélérer la retailisation des maisons. Donc, c'est passionnant. Il y a un vrai boulot de coordination avec l'ensemble des maisons, la connaissance de l'horlogerie. Là, je suis vraiment rentré dans l'horlogerie à ce moment-là sur cette division horlogère. À l'époque, donc il y a un peu 8 ans de ça, c'était une volonté de transformer la distribution plus sur un réseau interne. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça retailisation. Et d'apporter de la proximité, du service client et d'avoir et de coordonner cette activité. Comme tu dis, trouver des synergies, coordonner et transformer. Et donc, du coup, il y a eu la création de la division horlogère à l'époque. L'idée était de transformer ça et d'arriver sur un modèle qui était très wholesale à un modèle retail, plus retail en tout cas. Et c'est cette évolution que nous avons faite, tout en ayant une indépendance de chaque maison. C'est très important, hein. Chaque maison a son identité, son indépendance. Très rapidement, j'ai eu la chance de diriger Time Valley. Time Valley qui est un multimarque horloger. Et donc, ça a été une passion pour moi de développer ce réseau. Aujourd'hui, il y a à peu près 55 Time Valley dans le monde. À l'époque, quand je l'ai repris, il y avait 8 Time Valley. C'était principalement en Asie. Il y en avait un en Espagne. C'est une marque ou des franchisés? C'est unique. Alors, c'est des multimarques qui sont franchisées. C'est-à-dire que ce sont uniquement opérés par nos partenaires. Ce n'est pas opéré par Richemont. C'est opéré par nos partenaires. Et l'idée, en fait, c'est de créer un multimarque avec une vraie expérience retail, un vrai parti pris dans le concept retail lui-même et apporter des services et créer un réseau, une destination horlogère de qualité. Et donc, il y a eu un développement. Richemont ou pas? Non, c'est ouvert à l'ensemble de l'horlogerie. Vous avez des indépendants, Chanel, Chopard, pour nommer que.
vous avez les autres maisons horlogères d'autres groupes tels que LVMH. Donc c'est un assortiment très varié. Et c'est notre partenaire à chaque fois qui va décider avec chaque maison son assortiment de maisons. Et c'est passionnant parce qu'il y a des vrais enjeux. C'était en plus à une période où les maisons allaient plus sur du monomarque, retail, c'est ce que je disais. Donc, c'était une période où elles allaient dans cette direction et d'où l'importance. À l'époque, il y avait beaucoup, on entendait dans la presse ou autre, dire le wholesale est mort ou des choses comme ça. Nos détaillants, certains avaient un peu peur. Justement, Time Valley était une réponse économiquement et stratégiquement intéressante pour démontrer que le multimarque prend toute sa place à l'époque et encore aujourd'hui dans l'horlogerie, dans le monde de l'horlogerie. Donc, très intéressant, on voit que ça se développe bien et je suis très heureux de voir le développement de Time Valley dans le monde aujourd'hui. L'industrie horlogère, il y a toujours cet équilibre entre ton réseau multimarque, où là tu exprimes ta maison, tu as ta proximité avec le client final, et également la distribution multimarque, où tu as une clientèle qui va aller chez un multimarque pour avoir un choix de maison, aussi une expertise. Donc, l'histoire de l'horlogerie suisse, elle va dans une distribution interne-externe, ce que j'appelle les fois monomarque et multimarque. C'est le sens de l'histoire et ça continue. Il y a eu cette tendance qu'on a vue ces 10 dernières années qui s'est accélérée un petit peu sur des boutiques internes, sur l'ensemble des maisons horlogères dans le monde. Mais il y a toujours, et on le voit, l'importance du multimarque, ou également l'importance de ce multimarque dans la qualité. C'est la qualité du service, la qualité de l'expérience client, et d'où l'importance de Time Valley qui a répondu à des exigences à la fois d'image pour chaque maison, donc, et également de service client qui permet économiquement que ça soit viable avec un très fort service retail, une fidélisation de la clientèle, une gestion de la clientèle. Donc, les deux, c'est pas contradictoire. C'est important aujourd'hui pour l'horlogerie suisse d'avoir un réseau à la fois monomarque et multimarque dans sa généralité. Après, chaque maison va avoir sa particularité au niveau de son prix, de son histoire, et ça va varier d'une maison à l'autre, bien évidemment. Mais dans sa généralité, dans sa globalité, ce ne sont pas... on n'oppose pas les deux. C'est deux choses complémentaires et qui sont, à mon point de vue, fondamentales et indispensables au développement de l'horlogerie. Dans ma prise de fonction, ce qui m'a étonné, je dirais comme disent les Suisses, étonné en bien, c'est cette expression en Suisse, c'est l'attachement de nos détaillants et de nos clients à Baume & Mercier. Il y a une histoire autour, tout le monde a une histoire autour de Baume & Mercier. Et je suis maintenant CEO depuis un peu plus de 12 mois et ces 12 derniers mois, j'ai eu beaucoup d'histoires qu'on m'a racontées en disant « Mais j'ai eu cette Baume & Mercier lors de mon diplôme, j'ai eu cette Baume & Mercier pour mon mariage, c'est mon papa qui m'a transmis Baume & Mercier. » Et dans le monde entier. C'est-à-dire que c'est des histoires qui sont, que tu passes de Brésil, en Asie, en Europe, tu as cet attachement de cette première création Baume & Mercier qu'on a eue souvent dans le cadre d'un moment très, très spécifique dans la vie de nos clients et également avec nos détaillants. Donc ça, c'est extraordinaire et c'est une joie de voir ça et créer des moments de joie. Et quand tu deviens donc CEO d'une maison, tu vas aller rencontrer tous tes partenaires, tu vas aller dans toutes tes filiales, mais est-ce que tu regardes aussi en haut du capot, ok, ça va pas, et ta stratégie, tu la travailles quand tu arrives ou avant d'arriver? Alors, il y a un élément, généralement, tu fais ce qu'on appelle un état des lieux de la situation, voilà, c'est la logique même, tu fais un état des lieux. Par contre, ce qui est très important, c'est une maison de 195 ans, donc tu as un devoir de continuité.
Baume & Mercier ont des valeurs très très fortes, donc tu dois... Et un héritage, on en parlait un petit peu avant, on en reparlera après, tu as un héritage extraordinaire. Donc, c'est important d'aller sur une continuité tout en ayant cette volonté de moderniser, d'aller chercher des poches de croissance, de faire évoluer les choses, de transformer ce qu'il y a à transformer, mais aussi toujours dans un souci de continuité d'une maison qui a ce patrimoine extraordinaire. Donc, c'est ces deux éléments, à la fois ce souci de transformer ce qui a besoin d'être transformé, mais aussi d'être dans la continuité. À ton avis, qu'est-ce que tu as envie de transformer et qu'est-ce que tu as envie d'aller justement dans la continuité? Alors, tu as le droit de dire. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a un élément dans la continuité, c'est la force de notre création. C'est-à-dire qu'on a un patrimoine aujourd'hui horloger, créatif extraordinaire. Aujourd'hui, ce qu'on appelle nos pièces musées, on a à peu près 1200 pièces musées. C'est le quotidien de notre inspiration. On est inspiré. C'était d'ailleurs ma première semaine. J'ai passé une journée à découvrir nos pièces musées. Donc, avec nos équipes qui m'ont expliqué l'ensemble de l'histoire, puisque chaque pièce a une histoire, est venue avec une raison, une histoire derrière chaque création. Donc, c'était important que je comprenne ça au début. Et donc, ça doit être dans notre continuité, d'utiliser notre patrimoine pour continuer à faire évoluer notre maison dans cette direction créative. Donc ça, c'est un aspect. Après, aujourd'hui, on doit accélérer dans des pays, dans des régions en termes de distribution qui émergent et où Baume & Mercier a une attractivité importante. Aujourd'hui, on voit qu'on a une très grosse attractivité dans des pays tels que l'Inde. C'est pas facile en plus parce que souvent, il paraît que retail, c'est compliqué. Et souvent, ce client, les Indiens, il paraît que c'est un peu compliqué pour les marques de s'implémenter là-bas. Alors, l'Inde évolue rapidement, aussi bien en termes de sa clientèle que de son réseau. Il est vrai que tu as un réseau qui est pas toujours simple, avec peu de malls de luxe, et dans les rues, il n'y a pas, comme en Europe ou autre, des quartiers avec une rue du luxe, par exemple. Donc, il y a cette complexité de distribution, mais qui est en train d'évoluer rapidement, très rapidement, et aussi une clientèle qui a de plus en plus d'appétit pour l'horlogerie suisse. Il y a en plus un accord, un free trade agreement entre l'Inde et la Suisse, qui va aussi aider à la mise en place et à l'accélération de l'horlogerie suisse en Inde. Et pour Baume & Mercier, on voit aujourd'hui une très rapide croissance, et on croit beaucoup en Inde. Donc, pour te donner un exemple, voilà, l'Inde, c'est un pays où on veut accélérer rapidement. On a également ouvert récemment la Turquie. Il y a des pays émergents comme ça qui fonctionnent très bien, où là, on veut accélérer. Aujourd'hui, ce qui définit Baume & Mercier, c'est vraiment l'authenticité. C'est-à-dire que on a une authenticité sur tout ce qu'on fait. Il y a eu cette évolution, et on le voit un peu aujourd'hui, il y a eu cette évolution et cette fatigue de la clientèle sur moi, ce que j'appelle la fatigue logo. Et là, pourquoi aujourd'hui Baume & Mercier fonctionne si bien, notamment avec une jeune génération, c'est qu'on a toujours et on sera toujours authentique avec ce qu'on fait, avec nos valeurs d'expertise horlogère, au juste prix. Et ça, c'est très important pour nous. C'est ce qui nous définit. J'attache beaucoup d'importance à cette partie importante de prix juste et d'authenticité sur tout ce qu'on fait. Tu parlais, en effet, on a notre mouvement sur lequel on est très fiers, donc qu'on a développé, c'est le mouvement Baumatique. Pourquoi vous avez mis autant de temps à développer votre mouvement, tu penses? Alors, je t'inviterai un jour dans une manufacture horlogère pour comprendre à quel point c'est complexe. Ouais. La complexité, l'innovation, c'est complexe. Il y a très peu de... Justement, la plupart des maisons travaillent avec El Primero Zénith. La plupart des maisons ont utilisé leur mouvement. Bien sûr. En effet, ça prend du temps parce qu'on a aussi cette volonté, cette exigence de la perfection. C'est un peu le motto de nos fondateurs.
Et donc, du coup, on voulait un mouvement à la fois qui a une vraie valeur technique et qui soit en termes de qualité parfaite. Et pas faire de compromis. Jamais de faire compromis sur sa qualité. D'ailleurs, on a l'une des meilleures qualités aujourd'hui dans le monde et on est très fiers de ça. Et c'est pas pour ça que on souhaite changer notre positionnement prix ou autre. On est très très fiers de ça. Et pour revenir sur le mouvement Baumatic, aujourd'hui c'est donc développé par la maison qui a une réserve de marge de 5 jours. Pour ceux qui ne sont pas initiés, 5 jours, ça veut dire donc ça permet, si vous posez votre montre là, pendant 5 jours, elle va fonctionner de manière automatique. Elle amasse de l'énergie pendant 5, donc qui permet à la montre de fonctionner pendant 5 jours. Donc c'est une prouesse technique extraordinaire. Plutôt 2-3 jours. Oui. Donc du coup, 5 jours de réserve de marche, qu'on appelle réserve de marche, c'est une prouesse technique sur laquelle on est très fiers. On met en avant cette technicité sur le mouvement Baumatic qui est sur 100% sur notre ligne Clifton, qui est la ligne, je dirais, haut du panier pour Baume & Mercier. C'est notre légitimité horlogère. On est très, très, très content d'avoir, avec nos équipes, développé ce mouvement. De ce que moi j'ai pu savoir en off, c'est une des montres qui a le moins de retours en SAV. Exactement. Donc c'est quand même dingue parce que... Alors, c'est bien le SAV parce que les clients reviennent, mais souvent quand même parce qu'ils ne sont pas contents, c'est moyen. Donc, c'est aussi génial de prouver que... Parce que quel est le prix moyen d'une Clifton? Aujourd'hui, le prix moyen d'une Clifton, c'est aux alentours de 3500. Ouais. D'avoir un super beau mouvement Baumatic en interne, etc. à un prix... Enfin, c'est génial en rapport qu'il ait des prix parce qu'il y a beaucoup de maisons. Donc, très beau mouvement. C'est pas du tout des fois des mouvements aussi beaux à des prix bien faramineux. Et merci de le mettre en avant. C'est ce que j'appelle notre souci d'authenticité et de nous permettre d'être proches de nos clients avec cette stratégie. Est-ce que Baume & Mercier est plutôt une marque féminine ou masculine? Alors, aujourd'hui, 70% de nos clients sont masculins. 30% sont féminins. Mais ça n'a pas toujours été le cas. À l'origine de Baume & Mercier, on a eu une grande partie de notre collection qui était féminine, avec des montres joaillières, comme tu peux le voir ici. Et c'est vraiment ce qui a développé la notoriété de Baume & Mercier, la légitimité de l'horlogerie joaillière, montres bijoux. À une époque, les montres cachées, tu as vu, les montres secrètes, ça c'est extraordinaire. C'est magnifique. Extraordinaire. Je suis à chaque fois émerveillé de voir à quel point il y a à la fois de la créativité et aussi de la technique pour développer ça. Donc, la partie féminine de Baume & Mercier est très importante et c'est aussi une de nos stratégies. Notre stratégie, c'est aussi de développer nos gammes féminines. Alors, on l'a vu là cet été, on a lancé une campagne sur notre Riviera féminine. Alors là, tu as la Coastline qui est aussi un parti pris esthétique qui fonctionne extrêmement bien. Et donc, merci. Et donc, cet été, on a développé cette campagne Riviera féminine. Et c'est un pan important de notre stratégie de développer également une gamme féminine. Si je ne dis pas de bêtises, la Clifton aussi, là, vous avez sorti un calibre, un cadran qui est plus petit. Exactement, 34 mm, une Clifton. Donc, avec le nouveau design de Clifton qu'on a lancé pendant Watches and Wonders, à la fois donc ce design qui est un petit peu rétro, qui a été inspiré également de notre... Qui va très bien dans l'air du temps. Alors, on ne l'a pas fait parce que ça allait dans l'air du temps, mais on a de la chance. Parce que vous l'êtes de base, c'est votre ADN. On voit aujourd'hui, on a été ravis de l'accueil du lancement de Clifton pendant Watches and Wonders cette année. Et là, donc ce mois-ci, on lance donc
la Clifton 34 mm pour femmes avec le mouvement Baumatic pour une clientèle un petit peu plus initiée de l'horlogerie. On est ravis de ce lancement et voilà, ça va dans notre stratégie d'évolution et idéalement, comme je parlais au début de l'art de la balance entre la partie technique et la partie créative, c'est pareil, on aimerait, autant que faire se peut, avoir un mix clientèle, 50% femmes, 50% hommes, aussi bien dans notre assortiment de propositions. Donc, c'est un peu c'est notre stratégie d'évolution dans notre plan merchandise. Dans l'évolution de la maison, tu as à la fois une évolution esthétique qui a été au départ très joaillière, féminine, qui s'est après évoluée, qui a aussi suivi l'évolution de l'horlogerie dans sa globalité. Il y a eu des grands moments de la maison, tels qu'en 1973, on a lancé la Riviera, notre modèle icône, qu'on a relancé il y a quelques années avec une grande campagne, redesignée, modernisée. Et c'est aussi l'histoire de Beaumercier. C'est là, avec Riviera, ça a été un pari extraordinaire d'avoir relancé le sport chic d'une montre dans un segment hyper compétitif. On a relancé la Riviera avec succès. Et ça, c'était important pour installer un pilier du sport chic qui est un segment important dans l'horlogerie de manière générale, mais qui est dans l'histoire de Beaumercier avec ce premier lancement en 1973. Tu as après, comme je le disais, on a redesigné la Clifton, on l'a relancé cette année, qui est le pilier horloger avec ce mouvement motique dans notre assortiment. Et Classima, la montre classique, qui est l'élément stratégique de notre assortiment. On parle souvent de la première montre horlogère mécanique suisse, Classima, et qui est pour nous important dans cette stratégie d'authenticité d'une montre suisse de qualité avec un design authentique horloger, et c'est important. Et pour continuer l'histoire de Beaumercier avec l'histoire de la forme, tu as l'Hampton que tu apprécies, merci, qui est la montre rectangulaire avec un vrai parti pris de design, une montre rectangulaire que nous avons animée aussi bien pour les femmes qu'avec des tailles un peu plus masculines. Donc tu as aujourd'hui 4 grands piliers importants au sein de notre assortiment qui ont évolué au fil du temps, qui ont évolué aussi bien en termes de design et également de technicité. Et aujourd'hui, nos designers, nos développeurs ont toujours souci de faire évoluer nos gammes pour qu'elles soient, je dirais, on dit souvent timeless, qu'elles restent dans l'air du temps. Et je le vois aussi dans notre collection héritage, parce que c'est un vrai sujet, les montres héritage. On a un patrimoine riche et le vintage, il y a un engouement. Et ce qui est intéressant, parce que ça veut dire qu'on parle de l'horlogerie, il y a un intérêt pour l'horlogerie. Donc, et ce que je vois, on a fait récemment un événement à Milan et j'ai rencontré des clients assez jeunes et qui portaient plusieurs des montres vintage Baume & Mercier, et j'étais hyper étonné, donc j'ai posé plein de questions. Je suis de nature curieuse et je demandais du coup à ces clients comment vous avez connu Beaumercier, comment vous avez eu cette montre, d'où elle vient, l'histoire. Et tous ont raconté des histoires qui étaient assez différentes. Certains les avaient eues par leurs grands-parents, leurs parents ou autres. D'autres les avaient eues sur des marchés de seconde main, sur des plateformes vintage et autres. Mais tous avaient un attachement avec Beaumercier et aussi une connaissance de l'horlogerie assez fine. Je me rappelle d'un jeune homme qui avait une Riviera des années 80, assez petite, qui était à l'origine féminine, mais lui apportait, et il connaissait l'histoire parfaitement
de Riviera, de Baume & Mercier. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir globalement sur le monde du vintage, une notoriété qui augmente de plus en plus parce que c'est des designs forts on le regarde. On regarde un peu voilà, ce qui se passe aujourd'hui, les commentaires, parce qu'on a cette communauté importante de clients qui sont attachés à notre maison. Et ça, c'est extraordinaire, c'est un patrimoine dingue. J'espère du fond du cœur que vous avez apprécié cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, commenter, nous faire vos retours, évidemment vous abonner sur toutes les plateformes et sur les réseaux sociaux. Merci infiniment pour votre soutien depuis le début avec la première saison. Vous êtes de plus en plus à nous suivre et évidemment c'est extrêmement important, donc je suis hyper reconnaissante, ainsi que tous les invités avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine et vous dis à très vite.